Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes ici à Bruxelles, c'est votre première sortie officielle depuis que vous avez annoncé que vous étiez candidate à l'élection présidentielle en France en 2022. Alors pourquoi vous êtes revenue au cœur de la machine européenne? Pour célébrer le Brexit? Non, d'abord pour voir mes députés européens et puis pour rencontrer les députés du groupe Identité et Démocratie. C'est vrai que c'est un véritable Big Bang qui a été assez peu analysé, je trouve. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit l'Union européenne comprend qu'il y a un énorme problème et arrête de foncer dans le mur, écoute les peuples et participe à la création de cette alliance européenne des nations que nous voulons construire, soit elle continue avec ses œillères et d'autres pays quitteront l'Union européenne, c'est une certitude. Alors pourtant vous, votre plateforme politique a renoncé au Frexit, a renoncé à quitter l'Union européenne, a renoncé à abandonner l'euro, cette monnaie à laquelle les Français sont très attachés. Donc le Frexit, c'est fini. C'est-à-dire que nous sommes très puissants aujourd'hui et par conséquent, nous sommes convaincus que nous sommes capables de modifier radicalement cette organisation européenne, abandonner une Union européenne, encore une fois, qui est considérée et ressentie comme une prison, dont les résultats économiques et commerciaux sont catastrophiques, pour construire avec les nations européennes véritablement une organisation qui soit fondée sur la coopération librement consentie et pas sur la soumission à des dogmes qui sont de surcroît inefficaces. Alors vous répétez souvent que l'Europe est une prison. Oui. Mais le Brexit n'est-il pas le contre-exemple, la preuve qu'on peut sortir de l'Union européenne si les peuples le souhaitent? Enfin, ça a mis 3 ans quand même. Je veux dire, derrière ce mépris de la démocratie, on a quand même ressenti un véritable mépris des peuples de la part des dirigeants de l'Union européenne. Ils se sont à peine cachés d'ailleurs qu'ils voulaient rendre le divorce le plus difficile possible. Moyennant quoi, c'est sûrement la Grande-Bretagne qui s'en tirera le mieux et l'Union européenne qui aura à subir le plus de conséquences de cette sortie. Mais est-ce que l'Union européenne se remet en question? C'est ça véritablement l'interrogation. Ils ne se remettent jamais en question. D'ailleurs, Emmanuel Macron est très révélateur de ça. Il a fait un discours au moment du Brexit en expliquant que l'Union européenne n'avait rien à se reprocher et que, en gros, les Britanniques étaient sortis parce qu'ils avaient été victimes de mensonges, de manipulations, etc. C'est drôle comme ça de refuser de voir la vérité en face. C'est assez problématique pour un dirigeant. Je reviens juste sur la question de la politique commerciale que vous avez évoquée rapidement. Vous savez, Donald Trump menace l'Union européenne de sanctions, de représailles commerciales si on ne négocie pas un accord plus avenant et plus intéressant pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on n'est pas quand même finalement plus fort face à Donald Trump quand on est nombreux et pas quand on est tout seul? Mais d'abord, encore une fois, le choix n'est pas entre l'Union européenne et être tout seul. Il y a des tas de manières. Si. Non, je suis désolée. La politique commerciale européenne, elle est bien sûr européenne. que non, monsieur. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, parce qu'on nous a imposé de transférer notre politique commerciale à l'Union européenne. Mais rien n'empêche un groupe de pays, un groupe de nations qui ne sont pas enserrés dans une prison telle que l'Union européenne, de se mettre d'accord pour pouvoir peser face à une nation qui serait plus grosse. Mais surtout, fondamentalement, l'Union européenne se trompe. Elle est toujours dans l'ultralibéralisme, elle est toujours dans le libre-échange quand le monde entier est en train de rompre avec ce modèle économique. Je l'avais dit, moi ça fait des années que je dis que les Américains vont revenir au protectionnisme, que la Chine fait du protectionnisme, que l'Inde fait du protectionnisme. Et nous, on est toujours avec notre accord de libre-échange, cette gigantesque passoire qu'on a construite. Aujourd'hui, on se rend compte que oui, il va falloir négocier effectivement et peut-être faire également, nous aussi, une forme de protection économique de nos propres pays, ce qui n'a pas été le cas de l'Union européenne depuis des années. Alors il est question justement, la nouvelle Commission européenne parle d'instaurer une taxe aux frontières extérieures. Vous savez, ce vieux machin dont on parle depuis 20 ans et qui enfin est peut-être sur la table des négociations. Dites-moi, c'est la lepénisation des esprits ça. C'est merveilleux, moi je m'en réjouis. Peut-être la francisation, c'est un vieux projet français, défendu par Chirac à l'époque, défendu par Sarkozy. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donald Trump, c'est normal qu'il fasse pression sur l'Europe, qu'il nous impose des sanctions? Donald Trump défend ses intérêts, c'est normal? Oui, bien sûr. Alors réponse, oui, c'est normal. Nos intérêts à nous? Qui les défend? L'Union européenne, la France, l'Allemagne, les grands États membres. L'Union européenne défend nos intérêts commerciaux?
Ah, ça m'avait totalement échappé. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'Union européenne a ouvert l'intégralité des frontières de l'Europe à des importations massives de production qui ont détruit un à un nos secteurs économiques. En importe de contrepartie. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, les marchés internationaux sont ouverts aux produits européens. On vend des avions avec marqué chômage dessus. C'est génial, franchement. Et en plus, ils arrivent à refabriquer les mêmes à très bas coût parce qu'on a transféré notre technologie en même temps. Non. Alors revenons à la question de votre plateforme, de votre projet, l'Europe des nations. Comment vous voulez la mettre en place en remettant tout en question, la Commission européenne, le Parlement européen? Vous le savez bien, pour remettre en question cette organisation, il faudra l'aval de tous les États membres. Oui, nous voulons que la Commission devienne un secrétariat technique du Conseil. Nous considérons qu'en réalité, les seuls qui sont légitimes, ce sont ceux qui sont au Conseil. Mais le Conseil n'est coloré qu'en fonction des élections qui, évidemment, vont voir émerger des gens qui, de plus en plus, défendent des propositions qui sont proches des nôtres. Pour changer ces institutions, il faut un accord unanime des États membres. Vous me dites, Monsieur Salvini sera peut-être un jour Premier ministre, vous serez présidente de la France, très bien. Mais ça fait que 2 États. Mais on va... écoutez, vous plaisantez. 2 grands États. Vous voulez qu'on parle de la Hongrie, vous voulez qu'on parle de la Pologne? Vous pensez que la Pologne veut quitter l'Union européenne? Vous pensez qu'elle veut quitter la PAC? Qu'elle ne veut plus compter sur l'argent de la politique de cohésion? Mais je pense qu'elle veut une autre organisation européenne. Monsieur, ce n'est pas l'Union européenne ou la mort. C'est pas ça. Parce que ça, c'est la dictature. Donc oui, bien sûr qu'on peut tout moment remodifier, remodeler une organisation qui soit encore une fois plus respectueuse. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, et ça je peux vous l'affirmer, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, c'est une Union européenne qui avance sans les peuples ou, voire depuis un certain nombre d'années, contre les peuples. Ça ne marche pas, ça entraîne le Brexit. Donc je reviens au Frexit. Si d'aventure vous n'obtenez pas gain de cause, vous n'arrivez pas à convaincre vos partenaires européens, si vous êtes présidente, qu'est-ce qu'on fait? Vous revenez en France, vous proposez un référendum et on quitte l'Union européenne? Je suis absolument convaincu que nous y arrivons. J'en suis absolument convaincu. Et je vais vous dire, je ne suis pas sûr que le premier pays qui parte de l'Union européenne, si elle ne se réforme pas, ne soit pas l'Allemagne. Vous voyez, on en reparlera. Alors, une dernière question sur l'actualité. Les chefs d'État et de gouvernement de beaucoup de pays ont célébré le 75e anniversaire de la commémoration de la libération des camps nazis. Vous avez posté sur les réseaux sociaux un message sobre, de respect aux victimes et aux familles de ce génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cela vous a valu une fois de plus un tombereau d'insultes, de critiques sur les réseaux sociaux que j'ai consultés. Votre sincérité, dès lors qu'on parle de ces questions-là, est souvent remise en question. Comment vous réagissez? C'est votre principal handicap dans votre vie politique, cette question, ce regard sur l'histoire, sur l'héritage? C'est ça qu'on vous reproche souvent. Non, mais moi, je n'ai pas du tout vu ce tombereau, comme vous dites. Moi, j'ai vu un certain nombre de personnes qui se sont réjouies et qui même ont condamné ceux qui polémiquaient à raison du tweet que j'avais pu publier. J'ai vu notamment un long texte de William Goldnadel qui accuse Mme Buzyn, la ministre, de chercher à instrumentaliser cet épouvantable génocide. Donc moi, je suis extrêmement tranquille. En revanche, je pense qu'Emmanuel Macron, qui lui a comparé la Shoah et la guerre d'Algérie, devrait aller plus avant dans ses explications. Je pense que M. Macron, qui en Israël a déclaré que nul n'a le droit de convoquer ses morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines, nous explique à quoi exactement il faisait allusion, à qui était adressée cette phrase. Est-ce que c'était à Israël? Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il en est, lui, sur ce sujet-là, vous voyez. Marine Le Pen, je vous remercie. De même.